Bonsoir, bienvenue à tous. C'est dimanche, toute l'équipe du dimanche au grand complet pour le 7 Info. C'est parti. L'actualité de la semaine marquée par cette assemblée générale de la section communale du CDP de Lumbila, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Vous le savez, au sein du parti, il y a des tendances. A-t-il été question au cours donc de cette assemblée générale? On voit tout cela avec ce reportage signé Abdourazak Traoré. Des louanges à foison pour Blaise Compaoré, des posters à son effigie. La dizaine de personnes qui a pris la parole ce 25 août à Lumbila ne juraient que par l'ancien président du Faso. Le fondateur du Congrès pour la démocratie et le progrès a l'honneur à cette assemblée générale de la sous-section du CDP Lumbila dans l'Ubritenga. Si c'est un frère à nous, c'est pour cela dans mon intervention j'ai bien dit, si vous voyez le goudron en allant vers l'aéroport de Doncin, avec ça seulement, on sait qu'on ne peut pas oublier Blaise Compaoré. Sans oublier l'Ubritenga, ce qu'il a fait pour l'Ubritenga, ce qu'il a fait pour la commune de Lumbila, en particulier dans le Burkina Faso. Une assemblée générale qui se tient dans un contexte où visiblement la bataille interne pour représenter le parti à la présidentielle de 2020 est lancée. Et à Achille Tapsoba de rappeler ce que les textes disent en la matière. Qu'il sera procédé au choix du candidat du parti pour les présidentielles, selon les procédures, selon les démarches que le parti aurait définies à travers sa direction politique nationale. Et vous savez très bien, notre parti est organisé depuis 1996. Il a toujours procédé par la mise en place de démarches et de procédures pour désigner son candidat et par l'investiture du candidat officiel du parti par un congrès. Ce ne sont pas des cercles, ce ne sont pas des clubs, ce ne sont pas des structures locales ou des structures nationales à un niveau donné qui vont désigner le candidat et qui vont l'investir. C'est le Congrès qui va investir le candidat du CDP. Au lendemain de la promulgation de la loi sur le code électoral, le CDP semble prendre acte et entend peaufiner une stratégie pour en tirer profit. Qu'elle soit injuste, qu'elle soit subjective, qu'elle soit de mauvais goût, la loi, c'est la loi. Par conséquent, partons de ce que la loi a prévu et armons-nous pour faire en sorte que la loi, telle qu'elle a été élaborée, pour nous faire tomber, pour nous barrer notre chemin vers la victoire, que cette même loi, à l'exploitation que nous en ferons, se retourne contre ses propres concepteurs. Et c'est là l'importance, dans le code électoral MPP, de deux choses essentielles. Le fichier électoral, nous sommes au courant. Nous savons, parce que nous étions ensemble, nous nous connaissions de longue date. Nous connaissons les manipulateurs et les manipulateurs des manipulateurs. Dans son adresse aux militants de Lumbila, le premier vice-président du parti de l'EPI et de la DABA a également annoncé une tournée nationale de la direction du parti. Le chronogramme sera divulgué dans les jours à venir. Voilà, Siaka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous le voyez au niveau du CDP, toute cette semaine, on a entendu parler de Cadeau 2020, entendez Kadri Désiré Ouedraogo 2020, on a entendu parler de ECO 2020, entendez Edi Komboego 2020. Ça veut dire que déjà au CDP, les tendances sont clairement affichées par rapport à qui va représenter le parti pour 2020 déjà. Oui, tout à fait. Effectivement, comme on le voit à partir du sujet qui vient d'être présenté, il y avait déjà des bruits souterrains au CDP concernant la candidature, la candidature à la candidature, parce que c'est de cela qu'il s'agit maintenant. Et cela n'est pas du tout une surprise dans la mesure où, au Congrès, on avait compris que la tête du parti n'était pas un enjeu définitif, et que le candidat à l'élection présidentielle pouvait se décider plus tard. Et on le constate maintenant,
C'est cette question qui est à l'ordre du jour au sein du CDP. Et on voit dessiner déjà les grandes tendances autour des deux personnalités que vous venez d'évoquer, à savoir Kadri Désiré Ouédraogo et puis Edi Kombo-Ego. Et quand on regarde le profil de ces deux personnages, on finit par comprendre qu'il s'agit de la même guerre qui a eu lieu au moment de la désignation du président du parti, à savoir la vieille garde donc, qui serait favorable certainement à Kadri Désiré Ouédraogo et l'autre tendance qui serait favorable à Edi Kombo-Ego. L'un dans l'autre, je pense aussi que le fait que la question se soulève aussitôt peut être une bonne chose pour le CDP. Ça veut dire qu'il aura le temps de gérer la question d'ici que nous en arrivons aux échéances même elles-mêmes. Et que même s'il y avait des difficultés actuellement, le parti aurait le temps donc de les résorber avant de désigner vraiment son candidat. Est-ce que c'est tôt justement, parce qu'on aurait pu penser que ce parti aurait pu, dès l'élection du nouveau président du parti, penser déjà au potentiel candidat pour la présidentielle déjà, mais on est à 2 ans et demi de la fin du mandat du président Roch Kaboré, et c'est en ce moment effectivement qu'on commence à se rendre compte qu'il y a des tendances, et ça ne risque pas de pourrir l'environnement au sein de ce parti qui pourrait se retrouver en 2020 avec beaucoup de façon fragilisée. C'est vrai. Ce qui est à percevoir ici, c'est que dans le cas du CDP, la désignation du président du parti ne s'est pas faite de façon harmonieuse comme dans d'autres partis, et que c'est à partir de là qu'on a compris que ceux qui n'avaient pas été désignés, donc qui n'avaient pas eu leur représentant gagné de la présidence du parti, considèrent que les procédures leur permettent encore d'espérer remporter la mise au niveau de la candidature à l'élection présidentielle. Effectivement, les textes sont tels que, en particulier du fait que Blaise Compaoré n'était pas membre du parti officiellement, puisqu'il était président du FASO, donc le parti désignait un candidat en dehors de ses rangs, de façon formelle. Et ces textes-là sont restés comme ça, donc ce qui fait que la possibilité dans ces partis que le candidat ne soit pas le président du parti existe. Donc ceux qui ne sont pas automatiquement les favoris d'Eri Kombo-Ego vont certainement jouer de cette procédure-là pour essayer de désigner un autre candidat. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on entend parler de Kadri Désiré Ouédraogo. Mais comme officiellement, la question n'est pas encore ouvertement posée, on voit seulement les discussions entre les militants et puis à travers les réseaux sociaux, on va peut-être attendre que la question se pose ouvertement avant donc de calculer les chances de l'un ou l'autre d'être vraiment gagnant en 2020. Parce qu'on l'a vu dès sa réélection, Edi Kombo-Ego, on a compris clairement que il a des ambitions pour la magistrature suprême. Kadri Désiré Ouédraogo a attendu pour 2015 finalement, qui n'était pas là, et qui visiblement semble intéressé pour 2020. Oui, Edi Kombo-Ego, lui, ne cache pas son ambition. Il a même dit, je crois, lors du congrès, qu'il était candidat. Il avait déjà dit, même si d'aucuns nous ont fait comprendre qu'en réalité, même s'il l'a dit, il ne pouvait être en ce moment que candidat à la candidature. Parce qu'il y a d'autres procédures qui allaient venir. Rien ne dit qu'il ne sera pas désigné au final. Hein. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que l'unanimité ne se fait pas autour d'Edi Kombo-Ego pour être candidat du CDP à l'élection présidentielle. C'est pour ça que je me suis aventuré à donner du temps encore au CDP pour régler la question. Ça peut être un désavantage pour eux de ne pas avoir réglé la question dès maintenant, ce qui va faire perdre du temps pour la préparation effectivement à l'élection, mais ça peut aussi être un élément qui peut permettre de booster encore plus ces partis, parce que ceux qui vont vouloir être candidats éventuellement et qui ne le seraient pas, vont certainement mobiliser pour pouvoir gagner au moment de l'investiture. Donc, ça peut être un moyen pour le parti de mobiliser encore plus, puisque la désignation du candidat est un enjeu préalable à la candidature de la présidentielle elle-même. Pour un parti qui a des ambitions effectivement pour 2020, est-ce que ce n'est pas le moment là maintenant de présenter celui qui devrait représenter le parti, de sorte déjà à travailler son image, à lui donner effectivement ce statut d'homme d'État?
l'idéal pour le CDP aurait été d'avoir réglé cette question maintenant. Déjà au Congrès, c'était le moment. Maintenant que ça n'a pas été fait, ils vont encore passer du temps là-dessus. Mais quand même, pour un parti comme le CDP, il faut dire que il n'y a pas une urgence fatale, parce que c'est un parti qui est très ancré dans le pays, qui a des structures, très vieilles structures, qui peut les mobiliser très facilement. On l'a vu à la transition, ils avaient été vraiment en très mauvaise posture pendant la transition, en particulier à cause du soulèvement populaire. Ils ont subi beaucoup de coups et ils ont quand même eu des résultats qui sont appréciables. S'ils avaient eu un candidat à la présidentielle, rien ne prouve qu'on n'aurait pas eu, à cause de lui, un deuxième tour. Donc, je pense que ce parti, autant il perd du temps à désigner son candidat à l'élection présidentielle, autant il n'y a pas péril à la demeure parce qu'ils sont capables encore de se relever là-dessus. Blaise Compaoré, selon les textes du parti, qui doit être l'arbitre, faut-il encore attendre pour lui? Ah oui, mais si, comme on l'a dit déjà, le candidat était désigné dès maintenant, la question aurait été résolue. Mais comme cela n'est pas fait, et qu'il va falloir passer par les procédures, Achille Tapsoa vient de le dire encore, les procédures prévoient qu'il y ait, par exemple, des primaires, c'est une possibilité, et que aussi Blaise Compaoré soit consulté pour pouvoir désigner le candidat. Au cas où il n'y a pas de consensus. Comme il n'y a pas de consensus, pour le moment, rien ne prouve que d'ici une semaine, cela ne sera pas réglé. Mais s'il n'y a pas de consensus, on pourrait bien voir Blaise Compaoré désigner le candidat du CDP. D'accord. On passe à notre deuxième sujet de cette info. Semaine intense en activité sociale pour le président de l'Assemblée nationale. Bala Alassane Sakandé était sur la carrière depuis ici. Et puis le lendemain, il a fêté la Tabaski avec les femmes du centre d'Elouéné. Elles ont été mises au banc de la société, bannies de leur famille et de leur village après avoir été accusées de sorcellerie. Pour ces femmes du centre d'Elouéné de Sakoula, la solitude est encore plus ressentie à l'occasion des jours de fête. Mais ce 21 août, elles vont vivre une fête de Tabaski toute particulière avec un invité inattendu. Bala Alassane Sakandé multiplie les gestes d'affection à son arrivée. Le président de l'Assemblée nationale tient à serrer la main de chacune d'entre elles, parfois les étreignant chaleureusement, comme pour faire tomber certaines barrières. Puis, c'est le partage du repas dans le même plat. Parce qu'aujourd'hui, c'est une fête chez les musulmans. Donc, après avoir sacrifié en tout cas à la prière du jour, j'ai estimé qu'il était en tout cas de bon ton de passer ici au centre d'Elouéné afin de partager un petit repas avec nos mamans, nos grandes mamans qui sont ici et qui, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, se sentent un peu délaissées, se sentent exclues de la société. Et donc, nous avons estimé, en tout cas, qu'il était intéressant que nous venions avec un repas préparé, avec de la boisson, afin qu'avec ces dames-là, elles sentent aujourd'hui que c'est la fête aussi, et qu'elles puissent, en tout cas, se sentir heureuses, ne serait-ce qu'une seule fois dans l'année. Donc. La joie, c'est justement le sentiment qui a animé ces femmes victimes d'exclusion le temps de ces quelques minutes de solidarité. Nous sommes très heureuses de recevoir la visite de ces grands hommes. Malgré le manque de temps, ils sont venus nous voir, nous les femmes d'ici. C'est pour nous un privilège et une joie immense. Nous sommes heureuses de la visite du président de l'Assemblée nationale. Mais notre problème, c'est qu'on n'a pas d'infirmier pour nos soins de santé. L'infirmier du centre est parti à la retraite depuis quelques mois et il n'y a pas eu de remplaçant. À cela s'ajoute la subvention du gouvernement qui tarde à venir. Ce sont les doléances faites par la directrice du centre. Les promesses de Bala Alassane Sakandé ont été fermes sur ce sujet. Au plus tard, le 1er septembre, un infirmier sera affecté sur place aux frais de l'Assemblée nationale en attendant la réaction du gouvernement, dira-t-il. De quoi susciter l'enthousiasme des 214 pensionnaires du centre. Voilà, c'est Globali, Bala Sakandé, visiblement l'ami des plus démunis, des vulnérables, mais pour ses adversaires politiques et une certaine partie de l'opinion, il s'agit là, ce sont des objectifs politiques qui sont visés. Oui, on est quelque peu surpris de voir le président de l'Assemblée nationale faire toute cette communication politique-là.
Traditionnellement, son rôle est tel qu'il n'a pas grand besoin de se déployer avant les échéances électorales. Donc on aurait pu voir ça lorsque on serait proche des législatives, ce qui est son principal intérêt. Mais comme ça, on se demande bien quel est l'enjeu qu'il poursuit. Et en regardant bien derrière son épaule, on ne voit que la direction du parti éventuellement, qui pourrait l'intéresser. Et là-dessus, faire quelques réflexions pour se demander est-ce que la position des dauphins qu'il occupe actuellement n'est pas en train de lui donner quelques idées et par laquelle il aurait peut-être besoin de prendre le parti également ou d'occuper un poste plus important au sein du parti, ce qui lui permettrait éventuellement de jouer quelques rôles un peu plus importants lors des échéances électorales qui vont arriver. Autrement dit, ce rôle qu'il essaie de jouer est un rôle social. Et même là qu'on voit, il promet un infirmier dans le centre avant même que le gouvernement n'y réagisse. C'est aller très loin dans la mesure où on se demande est-ce que le budget de l'Assemblée nationale comporte des lignes qui permettent de faire cela. Donc je pense que c'est assez offensif comme stratégie et il faut bien attendre de voir qu'est-ce qui est derrière toute cette agitation. En tout cas, on attendra donc de voir ce qu'il y a derrière ces agitations, donc comme vous l'avez dit. Autre sujet social qui a fait l'actualité cette semaine, c'est bien cette opération de retrait des enfants de la rue. Nous sommes allés justement dans la rue pour comprendre un peu comment se passe l'opération sur le terrain. Il est autour de 22 heures. Sur la terrasse de cette boutique dans le quartier d'Apoya, ils sont 6. 6 enfants en situation de rue qui acceptent de nous parler. Pourquoi et comment ont-ils élu domicile dans ce milieu pourtant hostile? Daouda est originaire de Tenkodogo. Ça fait 8 ans qu'il vit dans la rue. J'ai quitté Tenkodogo pour venir dans la rue à Ouagadougou parce que je voulais fuir l'école. Daouda expliqua en essayant de montrer les traces dans son dos qu'il avait été battu sévèrement par son instituteur et c'est la raison pour laquelle il aurait fugué. Les raisons qui ont poussé ces enfants à quitter le domicile familial peuvent varier d'un individu à un autre. D'abord, je suis venu chercher du travail, mais je n'en ai pas eu. Et c'est comme ça que je suis resté dans la rue. Et ça fait longtemps que je vis ici. Vivre dans la rue, c'est-à-dire y dormir, mais aussi s'y nourrir. Un besoin vital, pas toujours simple à satisfaire. Pour manger, nous récupérons les restes des repas des clients dans les restaurants. Mais il arrive qu'avec l'argent obtenu de la ferraille que nous revendons, on s'achète à manger. Pour me nourrir, je suis obligé parfois de mendier. Et certaines fois, je vide les poubelles des maisons, moyennant un paiement. Et je m'achète de quoi à manger. C'est de ce mode de vie à la fois dangereux et humiliant que le gouvernement veut sortir ses enfants. Quelque temps après notre discussion, le bus des services sociaux arrive sur les lieux. La réaction des enfants est de deux sortes. Il y a ceux qui acceptent d'embarquer volontairement et puis ceux qui font de la résistance, parfois forcés par les riverains qui viennent porter main forte. La méthode est déconseillée. C'est l'adhésion de l'enfant qui compte. C'est-à-dire, brusquer l'enfant ne résout pas le problème. Si vous le brusquez, il va revenir dans la rue. Donc là-bas, on laisse les enfants avec les éducateurs qui les encadrent. Maintenant, si les enfants décident de partir, on ne peut pas les empêcher. Des enfants qui refusent de rester dans les centres d'accueil. Daouda, notre ami venu de Tenkodogo, semble être un habitué de cette attitude. J'ai été recueilli par une association. On a été hébergé dans un foyer où on était nourri, bien logé. Mais peu après, j'ai fui pour retourner dans la rue. La situation illustre l'immensité du défi auquel l'opération retrait des enfants en situation de rue devrait faire face. Si l'objectif, ce n'est pas de réinsérer tout le monde, c'est difficile parce que c'est un travail de longue haleine. Donc les gens pensent que non, si on a pris 100 enfants aujourd'hui, il faut fortement réinsérer les 100 enfants. Non, si on arrive à réinsérer même 5, c'est déjà positif. 5 enfants sur 100 à réinsérer, un objectif qui ne devrait pas être trop difficile à atteindre. En attendant, après toute une nuit à errer, ces enfants essaient de se reposer en début de matinée, le temps de récupérer quelques forces, avant d'entamer une nouvelle journée de leur carrière
d'enfants de la rue. Et pour mener à bien cette opération, la ministre en charge donc de la solidarité nationale, Laurence Ilbudo Marshall, a lancé cette semaine un appel à la mobilisation des ressources. En tout cas, chaque Burkinabé est appelé donc à mettre la main à la poche pour aider, en tout cas, à réussir cette opération. Le Premier ministre Paul Kaba Thieba a entendu l'appel et il a apporté sa contribution. On écoute la ministre Laurence Ilbudo Marshall. Le montant, ce n'est pas le plus important dans cette opération. Le plus important, c'est l'esprit de solidarité que nous devons cultiver. C'est l'esprit collectif que le Burkina Faso devrait cultiver. Aujourd'hui, nous pensons que de cette opération, nous préférons avoir 1 million de petits donateurs que 100 grands donateurs. Parce que nous savons que quand les gens contribuent, ils mettent aussi un peu de leur cœur dans cette opération. Ils pourront aider ces enfants avec les conseils ou même au-delà, certaines personnes pourront se porter parrains pour coacher ou bien pour accueillir des enfants chez eux. Donc c'est ce qu'il faut retenir surtout. Mais soyez sûrs que le chef du gouvernement a donné vraiment à la mesure de lui-même, parce que c'est pas sur le budget de l'État, c'est sur les salaires, sur les biens que nous avons personnellement. Donc il faut dire que je préfère, ça a été donné dans une enveloppe, donc on va l'ouvrir tout à l'heure et on vous fera le point de l'apport du chef du gouvernement. Mais seulement, je voudrais saluer sa disponibilité pour cette opération et surtout ses encouragements et son engagement d'abord en tant que chef du gouvernement, mais son engagement personnel aussi en tant que Burkinabé pour cette opération. L'appel que je lance, c'est cet esprit de solidarité. Longtemps, le Burkina Faso a été un cas d'exemple pour le monde, pour l'Afrique. Et aujourd'hui, nous devons encore être un cas d'école pour l'Afrique et le monde. Opération noble donc, mais qui pourrait être mise à mal par le problème des ressources, parce que c'est une opération qui demande beaucoup d'argent, Siaka Coulibaly. Oui, on en avait parlé ici la semaine dernière, donc quand l'opération avait été lancée. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que apparemment les ressources financières nécessaires n'ont pas été totalement réunies avant de lancer l'opération. Ce qui pourrait donc mettre en danger cette idée qui est très bien. Elle a dit c'est une opération, forcément, c'est difficile de réunir tout avant de démarrer, mais il est clair qu'au fur et à mesure que les choses avancent, on aura besoin de plus de ressources. Oui, il aurait donc fallu déjà inscrire cela dans le budget du ministère, par exemple, et que le Parlement ait donné donc, son aval pour cela. Et comme ça, on aurait été sûr que ce projet aurait de la pérennité d'année en année, puisque ce serait dans le budget du ministère. Bon, ce qui est dans le budget certainement n'est pas suffisant, ce qui oblige donc le ministère à demander la contribution des Burkinabés. Et c'est là où c'est quand même assez fragile comme situation, parce que c'est un secteur social pur, qui n'a pas de rendement, qui ne rapporte rien, qui ne rentabilise pas. Donc, il faut trouver de l'argent quelque part où c'est produit et mettre ça dans ces secteurs-là. Ce qui fait qu'il aurait fallu un calcul très profond pour pouvoir non seulement prendre en charge toutes les dimensions donc, du projet, comme on l'a vu, avec les enfants qui sont dans la rue, il apparaît maintenant qu'il y a des dimensions psychologiques très fortes qui consomment aussi de l'argent, parce qu'il faut mettre des équipes sur place qui vont réfléchir, qui vont travailler avec les enfants, essayer de comprendre pourquoi ils refusent de rejoindre les centres, avant de les sensibiliser. Et ça demande beaucoup de moyens, effectivement. Donc, on souhaite bonne chance à la dame pour qu'elle réussisse ce projet, qui est important. Parce que quand on voit les enfants dans la rue, personne ne peut être indifférent à ça. Donc, l'idée en elle-même n'est pas du tout mauvaise. Maintenant, la faisabilité, ses chances de réussite, c'est ça qui est en question aujourd'hui. Et notamment, par les temps qui courent, est-ce que l'appel à la solidarité va vraiment porter ? Parce que les gens pensent aussi au terrorisme où il aurait fallu des situations, des contributions, ainsi de suite. Donc, ça fait beaucoup de domaines où, maintenant, on sollicite les Burkinabés. Donc, on va voir est-ce qu'on pourra vraiment mobiliser l'argent nécessaire. Mais là, c'est véritablement du social pour sortir ces enfants de la rue. Normalement, chaque Burkinabé devrait être sensible. Oui. Déjà, les parents auraient dû être mis à contribution. Parce que c'est pas normal qu'un enfant qui a un père et une mère passe au moins 8 ans dans la rue, comme on a vu avec l'exemple pris. Donc, déjà, il faudrait voir au niveau des parents comment les renforcer
afin qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants. C'est peut-être une des voies les meilleures d'ailleurs que de vouloir dès le début les mettre dans le centre. Donc à partir des parents, on peut voir est-ce que c'est pas possible de régler la question à ce niveau. Peut-être que le parent était lui-même démuni et que s'il a un emploi, par exemple, il pourrait s'occuper correctement de ses enfants. Donc, je ne sais pas bien, mais il y a beaucoup de domaines qu'il faut encore explorer et qu'il faut encore travailler dessus afin que le projet soit porteur. Pour que le projet soit porteur, pour que plus jamais un enfant ne se retrouve dans cette situation d'insécurité effectivement dans nos rues. Pas facile, mais en tout cas, oui. L'appel est lancé aux bonnes volontés pour la mobilisation des ressources, justement. Nous restons un peu dans ce domaine-là pour parler de ces hommes aux côtés de leurs femmes, à l'occasion donc des concours directs de la fonction publique. Ils ont choisi donc de jouer quelque peu les babysitters pour permettre à madame de composer. Chaque année, les concours de la fonction publique mobilisent plusieurs acteurs. Il y a les acteurs classiques que sont les candidats, les surveillants, les correcteurs et la sécurité. Il y a aussi les acteurs d'un autre genre. Dans les centres de composition, il y a ceux-là qui s'occupent des bébés de certaines candidates pendant qu'elles composent. Si jusque-là, cette tâche était dévolue aux petites filles et autres parentes jouant le rôle de garde-bébé, il est de plus en plus fréquent de voir des époux jouant ce rôle de nos jours. Moi, je vois que je dois la soutenir parce qu'une fois qu'elle arrive à avoir le concours, ça me soulage, ça soulage ses parents ainsi que tout l'entourage. Raison pour laquelle c'est même pas ici, même à la maison, je l'aide. Ici, je l'aide. Et durant toute la composition, ici prêt, ici engagé, pour l'accompagner jusqu'à ce qu'elle gagne. Voilà. Étant donné que l'enfant c'est un bébé, bon, je me suis dit que, en tout cas, il est mieux pour moi de l'accompagner. On a un bébé sister qui est encore petit, qui ne peut pas, en tout cas, avec la pluie, tout là, c'est difficile pour elle de garder l'enfant. Donc, bon, moi, je me suis décidé moi-même de venir accompagner la femme en gardant l'enfant pour qu'elle puisse composer. Des époux babysitters ou garde-bébés s'avèrent pratiques pour les couples. L'enfant est habitué aux parents et il y a le soutien moral que cela procure à la mère. On n'a pas le choix. On essaie de gérer certains enfants aussi qui ont l'habitude d'être calmes et de s'amuser. Voilà, donc ça nous facilite la tâche. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Hein. C'est pas dans mes habitudes, c'est mon premier bébé. Bon, mais j'ai jugé nécessaire d'accompagner madame, étant donné que je suis en fin de formation ici à la maison. Il n'y a pas grand chose à faire, et donc j'ai accompagné madame aussi. Oui, moi c'est ma contribution, puisque durant toute l'enfance du bébé, c'est elle qui va s'occuper du bébé. Là. Et donc moi, juste 1 heure pour la soutenir, je trouve que c'est tout à fait normal. Voilà. Elle compose pourquoi? Bon, adjoint des cadres hospitaliers. Les concours de la fonction publique, c'est devenu une affaire de famille. Une mère qui travaille, c'est d'un grand apport pour le ménage. Cela, des hommes l'ont compris et n'hésitent plus à contribuer de leur manière à la réussite de leur compagne. Issaka Coulibaly, c'est mignon ça. Très bien. C'est une très belle action que ces jeunes maris sont en train de mener. Et c'est très bien également d'avoir fait aussi le reportage. Ça va donner beaucoup de vocation dans ce domaine-là. Parce que moi, ce que je vois, c'est la cohésion que cela va entraîner dans la famille. Et la dame se sent très soutenue de savoir d'abord que son enfant est dans de bonnes mains. Ensuite que c'est une motivation supplémentaire pour les épreuves. C'est une œuvre extrêmement importante qu'ils ont posée là. Et je pense que c'est très bien d'avoir fait le reportage aussi. Cela va donner donc l'exemple aux autres. Et on le verra, que ce soit dans les concours ou dans d'autres occasions, les hommes vont aussi apporter de l'aide à leurs femmes. Et donc les politiques de promotion du genre dont on parle ne vont pas seulement se limiter à la promotion politique et de nomination comme ministre ou être député, mais aussi dans le travail, dans la production des biens et des revenus que les ménages sont obligés de faire. Donc je crois que c'est une très bonne œuvre. Voilà. Et Issaka Coulibaly, on parle à présent de ce rendez-vous majeur pour la fin de ce mois. Le président Faso sera en Chine. C'est véritablement
le point de départ, le concret qui est en train de se dessiner pour cette fin du mois, dans le cadre de cette coopération qui revient au goût du jour entre la Chine et le Burkina Faso, justement avec de nombreux enjeux. Derrière, il y a aussi ce forum sur la coopération sino-africaine. Oui, c'est très serré comme calendrier. La Chine revient il y a juste quelques semaines et déjà il y a ces sommets qui se présentent où le chef de l'État doit participer. Les enjeux sont importants et multiples pour le Burkina Faso parce qu'il s'agit d'une nouvelle coopération d'abord. Donc il va falloir découvrir pour nos autorités, découvrir l'organigramme, la structuration de la Chine, comprendre ses politiques, ses philosophies de coopération internationale et dans cela trouver comment insérer les préoccupations des Burkinabés afin d'obtenir les investissements qui sont annoncés. C'est vrai que même quand la Chine promet de soutenir le Burkina Faso dans les domaines commerciaux et du développement, il faut encore que nous arrivions à leur soumettre des projets qui les intéressent et qui sont soutenables. Donc, le président Faso, en tout cas, parle de coopération gagnant-gagnant avec la Chine. Oui, ça c'est dans les principes, dans les grands principes. Maintenant, on est à la phase donc de la mise en œuvre. Il va falloir voir est-ce que la Chine est vraiment ses partenaires et que nous escomptions quand on a repris les relations avec elle. Est-ce que les procédures de la Chine ne sont pas plus compliquées que celles des autres partenaires? Donc il y a ces questions-là qui restent à faire. Ensuite, il y a la possibilité, la capacité de l'État burkinabé à formuler les projets qui rentrent dans les procédures chinoises. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Et c'est pour ça que le sommet est bien arrivé. Il va permettre, non seulement au chef de l'État, mais aussi au cadre de l'administration publique, de découvrir la Chine en termes de procédures de coopération, afin donc de pouvoir formuler les différents projets. On sait déjà, en regardant donc les autres coopérations que la Chine a eues avec les pays africains, que ce n'est pas un partenaire qui est omnibulé par le rendement financier immédiat dans ces projets. Donc, il se donne plus de temps que les autres. Ça peut être un atout pour le Burkina Faso, de concevoir des projets qui seront rentables à long terme, parce que nous avons beaucoup de domaines sociaux ici, et surtout que la Chine de Taïwan qui était là intervenait notamment dans les domaines sociaux. Donc, il va falloir compenser le commerce dans lequel la Chine populaire est très forte, avec les questions du développement qui sont l'intérêt principal du Burkina Faso. En tout cas, du côté commerce, les acteurs au niveau local ont des inquiétudes par rapport à cette coopération. Déjà, mais on apprend que dans le domaine, par exemple, du solaire, le géant chinois Sinodro décroche déjà des contrats avec cette semaine la lettre du continent qui a donné l'information. On parle de 500 milliards de francs CFA déjà de contrats en vue. Et déjà, on a vu qu'au niveau du ministère de l'Énergie, on estime que rien n'est encore tout à fait signé et qu'il y a des choses en tout cas dans ce sens. 500 milliards de francs CFA dans l'énergie et l'immobilier surtout. Je crois que la Chine est en train de vouloir reprendre en main ce projet logements sociaux, 10 000 logements sociaux à Ouagadougou. Oui, ce sont des projets, comme on a dit, qui sont dans le pipeline, comme on dit couramment en la matière. La Chine va étudier les projets qui seront soumis et voir ceux qui lui sont d'un intérêt stratégique. Vous savez, aujourd'hui, le monde entier coopère avec la Chine, et y compris les États-Unis. On a vu le dernier voyage du président Donald Trump, il y a juste quelques mois. Il a signé un contrat avec la Chine de 40 milliards de dollars pour l'Alaska, où il va exploiter le gaz. Donc, c'est pour dire que c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités pour les partenaires, quitte à ce que vous soyez vous-même prêts avec vos projets, de sorte que finalement vous arrivez à boucler rapidement les différents financements, les coopérations qui vont s'ouvrir. Et c'est là où le président doit aller avec une équipe, je pense, qui soit assez aguerrie, expérimentée et qui soit au fait des relations internationales ou des procédures de financement. Et là, je pense qu'on pourra, en revenant, brandir quelques projets qui seront déjà réglés avant que le président ne revienne. Revenir donc de ce rendez-vous avec du concret. Oui, tout à fait. C'est possible aussi.
C'est possible. Alors déjà, on parle de cette coopération, dans le cadre de cette coopération, effectivement, Chine-Burkina, mais sino-africaine de façon globale, on parle notamment de cette ceinture de la route que la Chine veut mettre en œuvre, une sorte de mondialisation sans frontières où le commerce pourrait se faire justement à travers la mise en place d'infrastructures, notamment au niveau des routes, des infrastructures, notamment ferroviaires, etc. L'un des enjeux du sommet pour le Burkina Faso, c'est de réussir à atteindre des objectifs bilatéraux dans un cadre multilatéral, puisqu'il s'agit d'un sommet sino-africain. Ça veut dire que tous les autres partenaires de la Chine vont être là-bas. Donc, c'est un cadre multilatéral qui sera disponible là-bas. Comment le Burkina va tirer son épingle du jeu? C'est ça le principal enjeu. Et c'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir des cadres très aguerris. Déjà des experts qui doivent aller se sommet avec quelque chose, un travail assez... Exactement. Heureusement pour nous, le PNDS étant à une phase très avancée de sa mise en œuvre, il doit y avoir des projets qui sont déjà mûrs, déjà prêts, et qui pourraient être soumis afin que la Chine puisse choisir parmi ces projets ceux qui l'intéresseraient directement. Autrement, on va avoir une situation où la Chine, en venant au Burkina Faso, a déjà un plan d'intervention. Il va déployer son plan. Lui, il va gagner. Mais est-ce que le Burkina va aussi remporter quelque chose de son côté? Et ça, c'est de notre propre responsabilité, à commencer par le président du Faso. Voilà, on annonce aussi que d'autres groupes chinois sont en train de prospecter sur les terrains, les secteurs du coton et de la brasserie, par exemple. Tout à fait. Ça, c'est le domaine privé pur. Ils vont voir, donc ce sont les entreprises qui viennent ici, qui vont découvrir le pays et savoir où investir de l'argent, bien sûr en se faisant appuyer par les services de la coopération chinoise. Mais le champ est ouvert maintenant pour la Chine. C'est comme je disais, la Chine a déjà son plan pour intervenir. Parce qu'elle intervient déjà dans les autres pays. Elle sait à peu près qu'est-ce qui se trouve au Burkina Faso. Les entreprises chinoises sont prêtes. Est-ce que le Burkina Faso est prêt? Est-ce que nos entreprises sont prêtes à décrocher des contrats en Chine? Parce que c'est aussi possible. Il faut explorer seulement les domaines dans lesquels les Chinois sont demandeurs et puis leur proposer donc des services et des biens qui puissent aussi les intéresser. Et là-dessus, on va apprécier. La coopération ne fait que commencer. Donnons-nous au moins un an pour faire le bilan de cette coopération. Est-ce qu'elle est vraiment gagnant-gagnant? C'est effectivement gagnant-gagnant. C'est aussi pour cette Chine, on dit qu'elle est envahissante, c'est aussi mettre des garde-fous, justement. Oui. Le point sur lequel les Africains étaient sceptiques concernant la coopération chinoise, c'était celui de la création de l'emploi au moment des projets. Donc, j'ai étudié certains documents de la Chine, mais je me suis rendu compte qu'en réalité, maintenant, les projets des nouvelles générations de la Chine ne sont pas ceux de l'ancienne génération, où effectivement on voyait beaucoup de Chinois venir travailler à la tâche, là où les Burkinabés auraient pu le faire. Aujourd'hui, on estime à environ 86% la taille des Africains qui travaillent dans les entreprises chinoises en Afrique. Donc c'est un ratio qui est très intéressant et qui peut permettre, dans un pays où le besoin d'emploi est très élevé et les besoins de revenus sont très élevés, par exemple pour les concours de cette année, il y a 1 600 000 candidats pour 600 000 et 6 000 places. 6 000 places. Vous voyez que le ratio est très élevé. Donc, si en plus le secteur privé peut fournir de l'emploi, ce serait bon à prendre. Et c'est là où encore il faut que les experts burkinabés soient très affûtés et très regardants sur ces dimensions sociales de l'entreprise chinoise pour voir dans quoi nous gagnons réellement aujourd'hui. Il ne faudrait pas que ce soit seulement l'appui budgétaire, l'argent qui va directement dans le compte du gouvernement, qui peut les utiliser pour les dépenses de souveraineté, mais il faut aussi qu'au niveau social, la Chine soit un partenaire gagnant-gagnant pour les Burkinabés. Au niveau du capital humain, il y a des choses aussi à faire, notamment au côté transfert de technologie surtout. Sur toutes les dimensions, il y a de la place pour gagner ici. C'est comme je l'ai dit, il faut proposer des projets qui marchent. Le capital humain, par exemple, qui est un des axes du PNDS, pourrait être un domaine de coopération très important, en termes donc de soutien à l'infrastructure de formation professionnelle au Burkina Faso. Pourquoi pas?
Mais comme je n'ai pas le point de ce que le gouvernement burkinabé a dans sa valise en allant à Pékin, donc on verra bien qu'est-ce qu'ils vont rapporter de cet endroit-là. Et comme on peut le suivre avec l'attaque avec la Côte d'Ivoire, il y a un bilan à faire, donc après juste le forum. Sur la question de l'énergie solaire, justement, on apprend que la Côte d'Ivoire a refusé effectivement ce projet qu'on nous propose. Oui, il faudrait étudier, voir pourquoi cela s'est passé. Peut-être que les conditions dans lesquelles l'entreprise devait travailler en Côte d'Ivoire n'intéressaient pas. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être vigilant sur toutes les dimensions. Il y a la dimension rentabilité financière, mais il y a la dimension création d'emplois aussi. Alors, si vous prenez un projet où la technologie est totalement chinoise, comme le cas donc du solaire, parce que je ne pense pas que nous ayons aujourd'hui des écoles professionnelles de haut niveau qui produisent des ingénieurs dans ce domaine-là. Donc, il va falloir étudier, est-ce que la Chine accepte que nous puissions former 500 ingénieurs dans le domaine du solaire, par exemple, afin donc de mener, ne serait-ce que l'entretien des infrastructures qui vont être mises en place. Ensuite, il y a que le domaine du solaire, c'est un domaine un peu monopolistique pour la Chine, parce que même l'Allemagne, qui a conçu les meilleures plaques solaires, produit ces plaques-là en Chine. Donc, il y a une sorte de monopole de la Chine là-dessus. Il faut voir maintenant comment le Burkina peut s'insérer pour tirer un profit de cela. En tout cas, on attendra de voir le retour justement de ce sommet. Et pour terminer, le Mali, où le candidat déclaré perdant Soumaïla Cissé continue d'occuper la rue. Il rejette les résultats et ne reconnaît pas le président réélu, Ibrahim Boubacar Keïta, comme président du Mali. À l'image de la dernière marche, la mobilisation n'a pas faibli. Les partisans de Soumaïla Cissé ont repris la rue pour manifester leur désapprobation face aux résultats proclamés par la Cour constitutionnelle le lundi 20 août dernier. Drapeau national en main, ces manifestants sont convaincus que la victoire de leur candidat a été usurpée. Ce n'est pas une querelle entre deux personnes, entre Soumaïla et Ibeka. Comme il aime à le dire, mon Ndoni ou un Koré. Non, ce n'est pas ça. Ça va au-delà de ça. C'est le Mali même, la survie du Mali qui dépend de cette lutte-là. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour défendre les valeurs, pas les hommes. Parce que les hommes passent et la République reste, le pays reste. Si, le peuple souverain est au-dessus de la Cour constitutionnelle. Et ce peuple-là est souverain. Et c'est lui qui décide qu'est-ce qui doit être fait, comment, pourquoi, quand et où et avec qui. Le slogan de la manifestation n'a pas du tout changé. Ibeka voleur, Soumaïla président, pouvait-on entendre et lire sur les pancartes. Le célèbre activiste et chroniqueur Rasbat s'en prend directement à la communauté internationale, accusé d'avoir comploté pour maintenir Ibeka au pouvoir. Quand la communauté internationale vient dire qu'ils n'ont rien constaté de fraude, de bourrage et cautionné ce qui a été avalisé par Manassa, la communauté internationale a laissé une image d'une communauté complice d'une élection truquée, fraudée et volée. Entouré de ses alliés de circonstance, Soumaïla Cissé salue l'engagement de ses partisans. Le candidat déclaré perdant, très ravi du succès de la marche. Nous n'avons pas fait tomber une feuille, ce que certains croyaient. Qu'est-ce qu'on m'a pas appelé hier soir? On m'a envoyé des mamans de 90 ans. J'ai dit, chère maman, il n'y a rien. Je connais les jeunes qui sont avec moi. Je connais les femmes qui sont avec moi. C'est des personnes de paix. C'est des gens qui aiment leur pays. C'est des gens qui ne vont jamais détruire leur pays. Nous voulons un pays avec un président qui est assis sur la paix, sur la non-violence, qui agit pacifiquement. Il faut rappeler que la marche de ce 25 août a été synchronisée dans les régions du Mali ainsi qu'au niveau de la diaspora. Soumaïla Cissé et ses alliés se disent prêts à aller jusqu'au bout de la lutte. La victoire, ils comptent l'arracher dans la rue. Voilà, Soumaïla Cissé qui continue de mobilisation à Bamako, dans les régions, mais aussi au niveau de la diaspora, une mobilisation de plus en plus forte du côté de Bamako. Oui, ça se complique, donc on avait pensé que l'annonce des résultats allait
faire calmer les opposants, ceux qu'on peut considérer comme les opposants. Mais avec ces marches-là, on se rend compte qu'en réalité, elle ne fait que grandir. Hein. La semaine dernière, c'était juste Bamako. Maintenant, ça s'étend dans les régions. Cela peut permettre d'imaginer une perspective d'instabilité politique pour le Mali, dans la mesure où, tant que ces marches vont continuer, le gouvernement ne pourra pas commencer à se mettre au travail, et surtout, les perspectives de cette agitation, de cette action, il faut bien se demander où est-ce qu'on y va. Parce que quand on écoute les acteurs qui ont été interviewés, on se demande quelles sont les perspectives de cette action. Est-ce qu'il va falloir renverser par la force les institutions, ou qu'est-ce qu'on cherche à démontrer en faisant cette mobilisation? S'il n'y a pas un objectif stratégique clair à cette mobilisation, je crains qu'on se retrouve dans la situation du Togo, où il y a eu énormément de marches, mais sans perspective claire. Voilà. Ce sont des la communauté internationale va encore venir entamer les négociations, obliger Soumaïla Cissé à accepter la situation, et puis donc aux grandes dames de tous ceux qui le supportent aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nos classes politiques en Afrique doivent être très aguerries en termes de stratégie politique. Telle situation se présente, voilà comment il faut réagir. Telle autre situation se présente, il faut froidement savoir qu'est-ce qu'il faut jouer et non pas aller dans l'émotionnel, comme un peu, je suis en train de le pressentir ici, au Mali ou au Togo, c'était pareil. Donc on va dans la rue, on démontre, mais au-delà de ça, on ne voit pas trop qu'est-ce qu'il y a à faire. Est-ce que là, ça peut prospérer justement, des marches de ce genre pacifique justement? Mais ça prospère parce que sans un objectif, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils demandent. Vous voyez? Les résultats ont été proclamés. Qu'est-ce qu'il faut demander? Ils ont fait un recours auprès du juge constitutionnel qui a donné son verdict. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous voyez? Ça pose un problème parce que la légalité ayant été clôturée avec la décision du Conseil constitutionnel, tout ce qui va se faire risque de sortir de la légalité. Donc c'est pour ça qu'on parlera peut-être là de légitimité. C'est pour ça que Soumaïla Cissé dit qu'on lui a envoyé des vieilles de 90 ans pour lui demander pardon et tout ça, parce qu'on craint que justement en allant dans la rue, ça ne dégénère que... Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas ce risque-là, justement, qu'à un moment donné, de marche pacifique en marche pacifique, non, on se retrouve effectivement dans des manifs assez violents? Oui, le risque n'est que celui-là en réalité. Parce que comme je l'ai dit, les procédures sont bouclées. Le Conseil constitutionnel a donné son verdict. D'un point de vue de la légalité, il n'y a plus d'action possible. Donc, aller dans la rue, cela signifie dans la rue. Ça veut dire qu'une marche peut être déclarée pacifique au départ, comme le 30 octobre 2014 au Burkina Faso. Officiellement, il s'agissait pour les gens d'aller assister au vote de la modification de la Constitution, si vous vous rappelez. Et on a vu très bien comment cela s'est passé. Et ce risque-là est très grand également pour le Mali, parce que ceux qui s'expriment, on le voit, sont vraiment remontés contre ce qu'ils considèrent comme un vol de leur vote. Faut-il s'attendre peut-être à cela ou par la suite des actions beaucoup plus musclées, c'est-à-dire empêcher ce gouvernement de Ce n'est pas exclu, ce n'est pas exclu parce que la jeunesse est tellement remontée apparemment contre les résultats de ces élections qu'elle pourrait se détacher même des mots d'ordre de l'opposition officielle et puis engager d'autres types d'actions. Il y a aussi le plus grand risque d'ailleurs, celui de l'armée, qui peut donc considérer une situation insoutenable et puis passer à l'action. En ce moment, ils auraient une justification, à savoir que bon, le pays est gouverné. Et en tout cas, c'est une situation qui paraît de plus en plus difficile pour le Mali. Oui. Est-ce que finalement, ce ne serait pas peut-être mieux, effectivement, pour Soumaïla Cissé, de penser peut-être aux législatives? Il y a aussi un enjeu majeur, c'est comment on arrive à créer la majorité au niveau parlementaire, de sorte effectivement à pouvoir... Oui. C'est une perspective. Je ne sais pas quelle est l'échéance des élections législatives. Autrement, il pourrait effectivement capitaliser sa mobilisation dans les législatives, de sorte à conquérir une majorité parlementaire, auquel cas le Mali aurait une cohabitation. Ça veut dire qu'il serait obligé de nommer le Premier ministre issu de l'opposition. Sinon, aucun projet de loi du gouvernement ne passe à l'Assemblée nationale. Donc, ça, c'est une autre perspective de lutte qui reste dans le cadre légal, lui. Cette perspective-là. Sinon, s'il s'agit des marches, peut-être qu'elle peut servir à l'opposition
à entretenir la mobilisation. Donc, à force de marche, les gens vont adhérer, et puis aux législatives, et ça peut peut-être leur servir à ce niveau-là. Le gain viendra peut-être de là, de toutes ces mobilisations. Sinon, ça ressemble aussi quelque peu à des actions de dépit. Oui, effectivement. En tout cas, pour le candidat sortant perdant de l'élection, lui, il est bloqué par la loi, parce que s'il appelle à une action violente, il se met automatiquement sous le coup de la loi et des poursuites. Même la communauté internationale ne pourrait pas le protéger. Donc il est contraint de rester dans la légalité et d'appeler à la non-violence. En ce moment, on va voir si le peuple va continuer dans cette lancée à se mobiliser et pour des marches pacifiques, sans un objectif concret, en termes donc de régler ce qu'ils considèrent comme le vol des résultats de l'élection. On attendra de voir donc l'évolution de la situation dans ce pays voisin. C'est la fin de cette info, Chaka Koulibaly. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur la chaîne Au Cœur du Défi et bonne reprise de travail demain. Bonsoir.